Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 178e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire la synthèse du livre Wealthy Like Rabbits de Robert R. Brown, écrit en 2014. Donc, c'est un livre vraiment qui plonge dans la finance personnelle, mais d'une manière que je trouve rafraîchissante et ludique. Donc, si tu veux prendre de meilleures décisions financières sans te sentir alourdi, accablé par des chiffres compliqués, ce livre-là, il est vraiment fait pour toi. Donc, l'auteur utilise des histoires plutôt, qui sont captivantes, puis des analogies percutantes pour nous montrer comment éviter les pièges financiers les plus courants dans l'investissement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre qui est gratuit, qui est disponible gratuitement plutôt sur Internet en format PDF. Donc, même pas besoin d'aller à votre bibliothèque pour le réserver. Donc, dans cet épisode-là, je vais explorer 5 grandes leçons du livre pour t'aider à mieux gérer ton argent et à vivre une vie plus sereine financièrement. Donc, c'est parti avec le premier élément de synthèse qui est la modestie, un choix payant. L'une des grandes erreurs financières que les gens commettent, c'est de croire que leur niveau de revenu justifie un train de vie élevé. L'auteur illustre cette idée-là avec 2 familles, même salaire, mais des choix très différents. La première famille achète une grande maison, un véhicule neuf et luxueux et dépense sans compter sur des rénovations et des vacances coûteuses. De l'autre côté, dans son livre, l'autre famille choisit une maison plus modeste, une voiture d'occasion fiable et un style de vie plus simple. À court terme, la première famille semble plus prospère, mais sur le long terme, elle est étouffée par les paiements puis les dettes. En revanche, la seconde famille jouit d'une liberté incroyable. Elle peut voyager plus souvent, épargner, investir et même prendre des décisions professionnelles sans être prisonnière d'un salaire élevé. Le message ici est clair dans le livre. Évite le piège des apparences. Vis selon tes propres moyens ou en dessous de tes moyens même pour te donner un vrai pouvoir financier et une paix d'esprit que l'auteur juge inestimable. Deuxième élément de synthèse, le crédit, un poison. Donc l'auteur compare les cartes de crédit à la cigarette. Au début, tout semble inoffensif, mais à long terme, c'est une habitude qui ruine tes finances. Les institutions financières nous encouragent à vivre à crédit. Carte de crédit, ligne de crédit, prêt personnel, tout semble fait pour nous permettre de dépenser plus que ce qu'on gagne. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est le coût réel de cette dette-là. Si on prend l'exemple d'une carte de crédit avec un taux d'intérêt de 20 %, si tu achètes un objet à 1000 $ et que tu fais le paiement minimum, ça peut te prendre plusieurs années pour rembourser ce simple achat-là et ça va te coûter souvent le double ou le triple du prix initial. La solution? Utiliser le crédit de manière stratégique. Donc, l'auteur conseille 3 choses. 1. Toujours payer ton solde complet à chaque mois. 2. Éviter d'accumuler des dettes inutiles sur des biens de consommation. Et 3. Considérer le crédit comme un outil à manier avec précaution et non comme une extension de ton revenu. Donc, le crédit peut t'aider en cas d'urgence, mais si tu en abuses, ça devient un piège qui va t'empêcher d'avancer vers ton patrimoine financier. Troisième élément de synthèse, c'est la maison à long terme. Donc, acheter une maison, c'est souvent vu comme une étape incontournable vers la réussite, mais l'auteur met en garde contre une erreur fréquente, emprunter plus que nécessaire. Les banques sont prêtes à te prêter des sommes énormes, bien au-delà de ce qui est raisonnable pour ton budget. Pourquoi? Parce que pour elles, c'est une source de profit. Mais pour toi, c'est un poids financier qui peut te limiter pendant 25 à 30 ans. L'auteur insiste sur l'importance de 3 choses. 1. Choisir une maison abordable en fonction de ton revenu réel et non du maximum que la banque veut te prêter. Et j'ajouterais que en fonction du revenu réel, j'inclurais aussi ma capacité d'épargner puis d'investir. Pensez aux coûts cachés, donc taxes municipales, entretien, assurance réno. Une maison plus grande entraîne des dépenses bien au-delà du prix d'achat et ces dépenses-là vont être plus grandes à long terme. Et troisième chose qui insiste, c'est garder de la flexibilité. Donc une maison trop chère peut limiter tes choix de carrière ou bien te forcer à rester dans un emploi stressant juste pour payer l'hypothèque. Son conseil est simple, achète une maison que tu peux vraiment te permettre sans te mettre dans une prison financière. Quatrième élément de synthèse, c'est l'épargne avant tout. Donc, lorsqu'on parle d'épargne, il y a beaucoup de personnes qui se demandent s'ils doivent investir dans un REER ou un CELI. L'auteur explique que l'essentiel, ce n'est pas dans le choix de l'outil, mais dans l'habitude d'épargner. Il insiste sur plusieurs points clés.
Le premier, c'est épargner même un petit montant, c'est plus important que de viser la perfection. Il y a trop de personnes, selon lui, qui s'empêchent d'investir parce qu'ils ne peuvent pas maximiser leur contribution. Or, ce qui compte, ce n'est pas nécessairement la valeur de la contribution, mais surtout la constance. Deuxième chose qui insiste, c'est l'épargne et le remboursement des dettes ne sont pas mutuellement exclusifs. Il y a beaucoup de gens, selon l'auteur, qui attendent d'avoir payé toutes leurs dettes avant de commencer à investir. Mais c'est souvent judicieux d'épargner un peu en parallèle, surtout pour avoir un fonds d'urgence et éviter de retomber dans le crédit à la moindre occasion. Et la troisième chose qui insiste, c'est que les avantages fiscaux ne doivent pas dicter tes choix. Donc, lui, il critique l'idée que les jeunes à faible revenu devraient absolument favoriser les REER pour bénéficier de remboursement d'impôts immédiats. Il explique que dans bien des cas, un CELI est plus avantageux à long terme. Ici, j'ai fait la translation entre RRSP en anglais que j'ai associé au REER et le TFSC que j'ai associé au CELI. Donc, peut-être que ce point-là que l'auteur insiste ne s'applique pas à 100% ici au Québec. Donc, je pense que les jeunes peuvent cotiser, bien sûr, à leur REER. Je ne dirais pas le favoriser, ça va dépendre de chaque situation. Mais les remboursements d'impôts, bien sûr, je ne crois pas qu'ils doivent être toujours immédiats. Ça va dépendre de la situation du jeune et sa situation future estimée. Donc, le message clé, par contre, en gros de l'auteur, quand il parle d'épargne avant tout, c'est que le message clé, c'est que le plus important, c'est d'avoir une discipline d'épargne régulière, quel que soit l'outil que vous choisissez ou quels que soient les montants épargnés. Roy Lévesque et Associés, c'est un cabinet de services financiers familier de troisième génération établi à Magog qui accompagne des familles partout au Québec depuis plus de 60 ans dans la gestion de leur patrimoine. Ce qui est vraiment unique chez eux, c'est leur approche axée sur la confiance et le relationnel dans laquelle chaque famille a une stratégie sur mesure. C'est justement avec Simon-Pierre Gingras, qui est conseiller en sécurité financière chez Roy Lévesque et Associés et actionnaire de la firme, que j'ai fait affaire pour l'assurance vie de mes filles parce qu'il détient le titre de professionnel agréé du Infinite Banking acquis directement à l'Institut Nelson Nash. J'ai consulté 3 experts pour mettre en place cette stratégie-là et j'ai choisi Simon-Pierre pour son efficacité et son intégrité. Il n'a pas niaisé en essayant de me vendre 2,2 millions d'assurances pour mes filles en plus de m'en offrir pour mes oncles et mes tantes. Il est parti du budget que je lui avais dit pour m'offrir un produit sur mesure qui répondait réellement à mes besoins. Donc que ce soit pour la gestion de vos investissements ou votre planification fiscale, quand Simon-Pierre travaille avec vous, c'est pour vous offrir la meilleure solution après avoir bien analysé votre situation. Si vous cherchez des partenaires pour vous aider à bâtir un avenir solide pour vous et votre famille, je vous encourage à contacter Roy Lévesque et Associés en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Et enfin, cinquième élément de synthèse de ce livre-là, c'est la voiture. Est-ce que je devrais acheter ou louer? Il y a beaucoup de personnes, encore une fois, selon l'auteur. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne dit jamais les chiffres précis. Il dit toujours beaucoup de personnes qui pensent que la location d'une voiture, c'est une solution intelligente. Donc, on fait des paiements mensuels moins élevés et la possibilité de changer de véhicule apparaît régulièrement. Mais Brown déconstruit cette idée-là en montrant que la location, c'est en réalité l'un des pires choix financiers qu'on peut faire. Pourquoi? Mais tu n'accumules aucun actif. Après 3 ou 4 ans de paiement, tu rends la voiture au garage et tu dois recommencer un autre cycle de location. 2, les frais cachés. Il dit que les contrats de location imposent souvent des restrictions de kilométrage, des frais d'usure puis d'autres pénalités qui peuvent coûter très cher à la longue. Et 3, c'est une solution à court terme qui coûte plus cher qu'à long terme. Donc, acheter une voiture puis la garder plusieurs années après le remboursement du prêt te permet d'économiser en fait des milliers de dollars. Je parle à travers mon chapeau ici parce que j'ai jamais loué de voiture, j'ai toujours acheté des voitures usagées. Donc, je ne sais pas nécessairement quand il parlait de frais cachés. Je vous lis ce qui est écrit dans le livre, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose que je connais ou que j'ai vécu. Donc, le conseil de l'auteur par rapport à l'achat ou la location d'une voiture, son premier conseil, c'est d'acheter une voiture d'occasion qui est fiable. Donc, il recommande des sources comme Consumer Reports ou Lemonade Guides pour bien choisir son véhicule. Ici, on a le guide de l'auto notamment qui peut nous aider à faire le choix d'une voiture. Il dit de garder la voiture le plus longtemps possible. Il dit qu'une voiture bien entretenue peut durer 10 à 15 ans, ce qui va te permettre de maximiser ton investissement ou ta dépense plutôt. Et si tu dois absolument financer l'achat de ta voiture, fais-le intelligemment. Donc, il dit maximum, on a pour un prêt court terme, donc 3-4 ans, et assure-toi que les paiements sont abordables selon ton budget. Donc, la clé, c'est de voir la voiture comme un outil, pas comme un symbole de statut. Une voiture plus simple et payée rapidement va te libérer beaucoup de marge de manœuvre financièrement. En conclusion, Brown nous rappelle que la liberté financière ne vient pas d'un gros salaire ou d'achats prestigieux, là, mais surtout d'une bonne gestion de nos ressources et d'une prise de décision qui est réfléchie. En résumé, on veut un mode de vie modeste, donc ça nous permet d'avoir plus de liberté à long terme.
On se rappelle que le crédit, c'est un piège s'il est mal utilisé. Qu'acheter une maison, ça doit être un choix raisonnable, pas une folie financière. Que l'épargne régulière est plus importante que l'outil qu'on choisit pour épargner. Et qu'une voiture doit être un achat stratégique, pas une source d'endettement. Donc, honnêtement, le livre gratuit en ligne, je répète, il est court et il est facile à lire. Il offre une bonne introduction là, aux finances personnelles, particulièrement pour un public canadien. Son ton est assez léger, très léger même, et ses références culturelles rendent le sujet accessible, je pense, pour monsieur, madame, tout le monde. Les principales forces du livre, je trouve que c'est une approche qui est pragmatique pour peu importe qui veut prendre le contrôle de ses finances sans tomber dans des gros calculs fastidieux. Là. Vous avez vu, je n'ai pas dit grand chiffre aujourd'hui dans l'épisode. Il encourage tout le monde à vivre selon ses moyens, à éviter les dettes puis à investir intelligemment à travers son REER ou son CELI. Il met aussi en garde contre l'achat d'une maison qui est trop coûteuse et les dangers de la surconsommation. Les limites du livre, je trouve que c'est un livre qui reste, mais en fait, c'est dur de mélanger là, accessible et précis. Donc, c'est sûr que vu que c'est un livre accessible, il reste un peu plus général. Puis, il n'approfondit pas nécessairement les stratégies d'investissement. En plus de ça, son insistance sur la frugalité peut sembler excessive pour certaines personnes. Peut-être pour moi, parce que je ne trouve pas qu'être frugaliste à l'extrême, c'est nécessairement une voie qui m'intéresse. Au final, je trouve que c'est un bon point de départ pour ceux qui veulent mieux gérer leur argent sans nécessairement là, se perdre dans un jargon financier compliqué. C'est un livre qu'on aimerait voir entre les mains, je pense, d'étudiants puis de jeunes adultes pour leur éviter des erreurs coûteuses dès le début de leur vie financière. Donc, des fois, il y a des gens qui m'écrivent « Hey, mon jeune est début vingtaine, as-tu un livre intéressant? » Je leur en propose toujours 4-5, mais c'est un de ceux-là, je pense, qui est facile à lire, qui va être accessible pour des jeunes adultes. Qu'est-ce que je retiens finalement de ce livre-là? Le key point, c'est vivre en dessous de ses moyens aujourd'hui, c'est s'offrir une liberté financière inestimable pour demain. La semaine prochaine, un sujet un peu contradictoire, donc pourquoi c'est si difficile de battre le marché? Donc, je jase de ça. Et cette semaine, mardi, mercredi et vendredi, vous allez avoir des publications sur ma page Facebook pour vous présenter mes analyses des positions 7 à 9 sur ma liste de surveillance de mars 2026. Donc, mardi, c'est KSPI, mercredi, c'est AVGO et vendredi, c'est TSM. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.